Oui, avec un léger retard, ça arrive à Kinshasa, 10h09. Nathalie, dernière livraison avant la grande édition de la mi-journée à 13h. Rebonjour, l'actualité priorité chez nous. Rebonjour à tous, la Minute Info, c'est tout de suite. Après Goma, dans le Nord Kivu, le chef de l'État est annoncé à Ituri. Félix-Antoine Tshisekedi veut évaluer les opérations militaires qui s'y déroulent en plein état de siège. Il l'a dit ce dimanche à la presse à Goma. En Ituri, justement, 22 miliciens ADF anéantis et 5 armes récupérées par les FARDC et plusieurs blessés dans les camps de l'ennemi. C'est le bilan des opérations Fataki ce dimanche. En santé, les syndicats du secteur de la santé justement publique poursuivent leur grève sèche pour 10 jours. Ils réclament les primes des risques, l'engagement de nouvelles unités et une amélioration de salaire pour ceux qui les perçoivent déjà. L'actualité sur les continents au Tchad, nomination ce dimanche du comité chargé de désigner les futurs membres du Conseil national des transitions. Ce conseil fera office de parlement pendant les 16 mois restants de la transition avec la charge notamment de rédiger la nouvelle constitution du pays. Et en Israël, Naftali Bennett est le nouveau premier ministre du pays. Il succède à Benjamin Netanyahou au pouvoir depuis 12 ans. Verdict du vote du Parlement israélien ce dimanche dans la soirée. En sport football, suite de la Coupe du Congo ce lundi avec le choc quinois. Après être débarrassé du FC Renaissance du Congo, le Daring Club Motema Pembe doit surmonter le FC MK, double vainqueur de la compétition. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Mais dans l'entretemps, restez en compagnie de Fabien Lombala pour la suite des 50 bonjours. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Merci Nathalie. Et c'est donc maintenant le tour de l'invité. Le clou de ces 50 bonjours débuté depuis 8h, heure de Kinshasa. L'invité, c'est maintenant. L'invité, c'est Georges Kapiamba. Nous sommes en direct. Le sujet est axé sur le dernier rapport de la CAJ sur l'accès à la justice. Georges Kapiamba, bonjour. Bonjour, Fabien. Vous êtes le président national de ACAJ. ACAJ qui est une ONG de droits de l'homme, accès à la justice. C'est ça. ACAJ, accès... Bon, à la justice, c'est encore... je me suis trompé un peu. L'ONG travaille pour concourir à la réalisation de l'accès, du droit d'accès à la justice. Très bien. Voilà. Georges Kapiamba, votre rapport n'est pas complaisant. Loin de ce que les gens disaient que voilà, le président de ACAJ était très proche du pouvoir en place, actuel. Mais votre rapport n'est pas complaisant. Un rapport mordant, est-ce qu'il est objectif? Le rapport est objectif et nous restons toujours indépendants et au service de valeurs de droits de l'homme et de l'état de droit. C'est vrai que nous pouvons avoir des amis, des frères dans les institutions, nous pouvons avoir des relations plus proches avec tel ou tel, mais cela ne peut pas nous empêcher, nous, de pouvoir demeurer constant et indépendant et être toujours exigeant par rapport à la protection des droits de l'homme. Et donc, ceux qui ont eu tout le temps à débiter ces mensonges, je ne pense pas qu'il faut leur donner beaucoup de réponses, si pas par le travail que nous faisons chaque jour. ACAJ, à travers vous, dit que la justice, vous l'avez fait
à l'hôtel Memling le week-end, en présence de plusieurs autorités judiciaires, politiques, même militaires, des ONG, des syndicalistes, pour la plupart des magistrats. Alors vous dites que la justice est devenue chère à cause de l'existence de plusieurs frais illégaux. Ouais. Ce que dit votre rapport. Tout à fait. Vous étayez ça à ce Tout à fait. Nous avons enregistré plusieurs témoignages et beaucoup de preuves qui établissent aujourd'hui que la justice en République démocratique du Congo est devenue chère. Chère surtout pour les plus démunis. Parce que retenez qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de déposer une plainte et de voir sa plainte être instruite jusqu'au bout sans payer les frais. Et ces frais ne sont même pas réglementés, ne sont pas prévus par la loi. Et donc, déjà les agents de réception de la plainte ont institué une taxe, une forme de taxe qui est illégale. Et lorsque la plainte va atteindre les bureaux du magistrat, c'est toujours vous les plaignants qui devez verser les frais pour assurer le dépôt, soit de l'invitation, de la convocation ou du mandat, afin de faire convoquer la personne contre laquelle vous avez déposé la plainte. Il en est de même aussi même pour la tenue des audiences. C'est une justice de... C'est une justice de ceux qui gagnent. Ah, il faut avoir des moyens, parce que déjà vous comprenez ce que ça rime à dire tout simplement que si vous n'avez pas des moyens financiers aujourd'hui, vous ne pouvez pas espérer avoir accès à la justice. Mais c'est extrêmement grave et voilà pourquoi nous avons pensé alerter les autorités, en commençant par les autorités gouvernementales, sur leur obligation à analyser cette situation avec le Conseil supérieur de la magistrature pour que tous ces frais illégaux puissent être rapidement élagués et qu'on permette à tout citoyen, riche ou pauvre, d'avoir accès aux magistrats, d'avoir accès à un OPJ. Ça, c'est quand même très délicat, parce que les damnés de la terre, comment vont-ils justement faire face aux riches lorsqu'ils cherchent à être rétablis dans leurs droits? C'est très important. Ils sont abandonnés. Voilà, la sonnette d'alarme que vous tirez. Certains magistrats donnent l'impression de s'être décidés à s'affranchir de toutes les contraintes du droit pour s'adonner justement à cœur joie au monnayage des décisions de justice, dont les litiges qui concernent l'État et ses entités. Votre rapport se prononce là-dessus, c'est ce que vous dites. Tout à fait. Georges Kapiamba, vous regardez les téléspectateurs pour leur dire en des termes simples ce que vous voulez dire. Alors, nous voudrons tout simplement dire qu'aujourd'hui, la justice dans notre pays est distribuée en fonction de l'avoir et du pouvoir. Ça veut dire que si vous avez l'avoir entendu comme moyen financier, ou si vous êtes au pouvoir, vous pouvez ainsi gagner la justice. Mais si vous n'avez pas l'un de ces deux, vous ne pouvez pas gagner la justice. Pourquoi? Parce que, en dehors du fait qu'il y a des trafics d'influence, des injonctions, il y a cette espèce de ce que nous appelons des frais illégaux, mais il y a certains magistrats aujourd'hui qui donnent l'impression d'avoir décidé de ne plus, eux, se soumettre aux contraintes de la loi. Nous avons énormément de cas où, quand vous les analysez, même vous donnez ça à un étudiant de premier graduat en droit, il va immédiatement vous dire que le comportement des magistrats dans ces dossiers a été principalement guidé ou motivé par la recherche du gain. Et donc, c'est une situation inacceptable parce que la République démocratique du Congo est un consensus que nous avons tous construit en considérant que nous organisons l'État, nous les citoyens, nous abandonnons nos libertés à l'État qui doit les organiser, les protéger, mais en contrepartie, l'État, qui est constitué notamment aussi du pouvoir judiciaire, doit nous assurer la sécurité juridique. Et lorsque ceux qui doivent le faire s'affranchissent, commencent à adopter une attitude telle que la loi ne leur dit rien, à ce moment-là, ils risquent de pousser les gens à recourir à la violence. Et c'est ça, sur ça que nous alertons
encore une fois, les autorités de notre pays pour qu'une action soit menée et que cette pratique soit abandonnée rapidement. Alors, à qui est-ce que le magistrat doit rendre compte? Alors, d'abord, le magistrat a une hiérarchie, son chef direct. Mais les magistrats aujourd'hui ont comme l'autorité disciplinaire le Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil, apparemment, moins efficace, oui? moins regardant par rapport à certaines pratiques, les anciennes pratiques, qui gangrènent encore l'appareil judiciaire congolais. Nous l'avons mentionné dans les rapports. Qu'est-ce qui explique cette indifférence du Conseil supérieur de la magistrature? Nous avons noté deux raisons. La première raison, c'est que, comme vous l'avez dit, nous avons constaté que certains qui ont eu à développer cette mauvaise pratique qui se retrouve dans ces organes du Conseil supérieur de la magistrature ont tendance à fermer les yeux, à ne rien regarder. Donc se retrouvant peut-être dans ces pratiques ou bien de connivence avec les magistrats véreux. Ils se nourrissent de cette pratique. Ça leur profite. Ils y tirent un profit, un avantage matériel. C'est comme ça qu'ils l'entretiennent. Deuxième raison, c'est que le Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui, n'a pas de moyens de fonctionnement. Comme nous le disons pour l'ensemble du pouvoir judiciaire, qui, en violation de l'article 149, qui lui reconnaît une autonomie, une dotation budgétaire, le pouvoir judiciaire n'en reçoit pas. Donc le gouvernement s'arrange. Le gouvernement comme le Parlement, lorsque le budget est établi par le Conseil supérieur, ils assurent, ils font des coupes jusqu'au niveau du Parlement pour réduire ces budgets à presque rien, ce qui ne peut pas permettre au Conseil supérieur de la magistrature, même s'il était débarrassé de ces anciens qui continuent encore à porter cette mauvaise pratique, le Conseil ne peut pas organiser des séances, c'est-à-dire des audiences en matière disciplinaire. Mais nous avons noté quand même que depuis les changements intervenus au sein de ce Conseil, il y a eu l'enregistrement de plus ou moins 6 dossiers contre des hauts magistrats qui vont passer devant la Chambre nationale des disciplines. 170 dossiers pour les chambres provinciales sont aussi en train d'être apprêtés pour que ces audiences commencent. Mais ils nous disent que nous pouvons organiser ces audiences que si nous avons des moyens, parce qu'il arrive des fois que pour certaines audiences, il faut faire croiser des magistrats, faire venir ceux qui sont soit en Bujimaï, à Bukavu, et organiser la composition. Mais s'il n'y a pas de moyens, on ne saura pas le faire. Alors là, je crois que la contrainte est mineure, parce que l'argent peut être débloqué dans un laps de temps, et on fait appel à ces gens, c'est juste pour les moyens de déplacement, les séjours et ainsi de suite. Mais dans un contexte qui est le nôtre, par rapport à ce que font à la pratique d'autres magistrats sous d'autres cieux, on sait qu'il y a eu des magistrats têtus et qui ont rendu justice, qui sont restés intègres, quelles que soient les tentatives ou les tentations, le degré des tentations en termes de finances, justement corruption, ils ont écouté la voix de leur cœur. Pourquoi ici on ne peut pas avoir ces magistrats? Est-ce que c'est impossible? Non, mais c'est possible. Je peux déjà vous confirmer que dans notre enquête durant les 2 ans, parce que les rapports couvrent la période allant de janvier 2019 au 30 mai de l'année en cours, nous avons effectivement noté qu'au sein de notre appareil judiciaire, il y a des hommes, certaines femmes qui sont portés par cette volonté, par la recherche réellement de cette justice, qui pensent que ce pays doit être sauvé. Cet état de droit que le président Félix Tshisekedi a fait comme son cheval de bataille puisse enfin se réaliser. Ils sont là. Mais c'est vrai, ils sont là, il faut quand même arriver à les accompagner aussi en leur donnant des moyens. J'ai compris que vous avez posé aussi la question de l'organisation ou faire émerger au moins un corps d'intègre au sein aussi de la justice. Mais pour y arriver, il faut faire fonctionner 2 choses. Premièrement, il faut donner les moyens. Nous ne disons pas que pour qu'on devienne intègre, il faut obligatoirement avoir des moyens, mais c'est aussi un instrument important
mais il faut faire revaloriser aussi la sanction. La sanction à la fois disciplinaire, mais aussi pénale. Ça veut tout simplement dire que lorsque les conseils supérieurs, les chefs hiérarchiques sont saisis de plaintes, de dénonciations contre leurs collaborateurs, il faudrait qu'ils y mettent réellement du temps pour analyser, enquêter et que lorsqu'il y a des faits établis, effectivement, que les auteurs et les complices soient sanctionnés. C'est de cette manière-là qu'on peut faire émerger un corps d'intègres, c'est-à-dire en augmenter en termes de nombre par rapport à certains intègres qui sont aujourd'hui, que nous avons bien identifiés. Est-ce qu'après avoir franchi cette étape, l'établissement des faits, est-ce qu'on peut juger les corrompus et les corruptibles comment on peut les corrompus et le corrupteur, est-ce qu'on peut les juger en flagrance dans une audience médiatisée, par exemple? Mais ça doit se faire ainsi. Si je prends un exemple, qu'un magistrat soit pris en flagrant délit par rapport, par exemple, à l'infraction de corruption ou de détournement, mais de la même manière qu'on juge aussi les autres citoyens suivant la procédure de flagrance, cela doit être fait parce que ça sera un signal fort, un avertissement qui sera lancé à d'autres parmi ses collègues qui vont comprendre que désormais, nous sommes déjà engagés dans une dynamique de changement et que plus rien ne pourra encore se faire comme par le passé. Et nous encourageons ce genre d'audience pour que ça puisse au moins permettre à l'État de faire recouvrer la crédibilité de notre appareil judiciaire. Parce qu'aussi longtemps que cela ne sera pas fait, il va y avoir toujours ce fossé entre le peuple et notre appareil judiciaire, c'est-à-dire la méfiance, parce que les citoyens savent que pour avoir accès à la justice, il faut avoir des moyens. Si vous n'êtes pas d'une famille de riches, vous ne pouvez pas avoir l'accès à la justice. Et les gens vont continuer à murmurer, en parler comme c'est le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on arrive absolument à régler cette affaire par des sanctions exemplaires. Laurent Désiré Kabila, en son temps, il avait radié ou fait radier certains magistrats et juges. 315. Voilà. Et d'autres se sont transformés en politique et dans l'enseignement, et ainsi de suite. Maître Kapiamba, est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'on puisse radier des magistrats véreux, debout, tout comme assis? Mais la procédure disciplinaire des magistrats prévoit ça. Il y a des sanctions qui sont prévues, des sanctions qui peuvent aller jusque même à la révocation. Voilà pourquoi nous insistons pour que les conseils supérieurs de la magistrature aient les moyens. Quand ils vont avoir ces moyens, ils vont être capables de traiter les dossiers de plaintes, dénonciations faites contre certains magistrats, et ceux qui seront reconnus coupables lorsqu'il y a des faits graves, ils pourront être proposés carrément à la révocation. Et il faudrait qu'on y arrive. Et le gouvernement doit agir à ce niveau. Le gouvernement et le Parlement, nous le disons pourquoi? Parce que, comme je l'ai mentionné dans l'introduction, lorsqu'il y a un budget du CSM, c'est-à-dire Conseil supérieur de la magistrature, établi, on fait des coupes au niveau du gouvernement jusqu'au Parlement, de manière à les réduire absolument à rien, et ça ne permet pas au Conseil supérieur d'accomplir son rôle en tant que gendarme de la discipline des magistrats. Vous déplorez justement dans ce rapport que la justice est distribuée en fonction de l'avoir, l'argent et du pouvoir. Mais que faire justement face à la puissance de l'argent et que faire face aux injonctions politiques dans des procès où les démunis sont incapables de gagner? Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? D'abord, la première chose, nous, en tant qu'organisation citoyenne, nous posons cette question et nous voudrons faire susciter un débat. Nous l'avons commencé déjà samedi à l'hôtel Memling lors de la présentation de ce rapport devant tous nos invités pour que chacun prenne conscience du fait que nous ne pouvons pas continuer comme ça parce que ces pays
si nous le voulons comme un pays prospère, si nous voulons que les investisseurs puissent venir, des gens sérieux viennent y mettre leur argent, nous devons commencer d'abord par normaliser le fonctionnement de notre justice. Et c'est obligatoire parce que c'est la justice qui est là d'ailleurs pour essayer de protéger les faibles contre les forts. C'est elle qui doit essayer de corriger les comportements des uns par rapport aux autres lorsqu'il y a des différends. Mais pour réaliser cette noble tâche, la justice doit avoir en son sein déjà des hommes et des femmes intègres, portés par les soucis de n'administrer que la justice en fonction de ce que chacun a comme élément de son côté. Surtout, ne regardez que du côté où il y a les droits. Celui qui a les droits, qui a raison, vous lui donnez sa raison, vous lui reconnaissez son droit. Celui qui n'en a pas, vous lui dites tout simplement que vous n'avez pas droit, et c'est ça la justice. Je crois que c'est de cette manière-là que nous pourrons relever ce pays et lui redonner sa dimension presque continentale et le rendre un pays réellement fort au cœur de l'Afrique. Parce que je rappelle toujours que dans le préambule de notre Constitution, à l'article 1er de la Constitution, nous avons dit que nous, les Congolais, nous avons convenu de construire au cœur de l'Afrique un état de droit démocratique. On ne peut pas atteindre un état de droit démocratique, surtout réaliser la démocratie, si on ne construit pas une justice indépendante et impartiale. Dans votre rapport, vous insistez sur les socles de cette justice en parlant des 6 piliers. Si vous pouvez nous en parler avec détail. Alors, nous disons que cet état de droit doit se fonder sur des piliers que nous avons énumérés. Le premier pilier, c'est d'abord l'indépendance. Et nous mentionnons, nous rappelons pour dire que cette indépendance passe notamment aussi par l'indépendance financière. Ça veut tout simplement dire que nous lançons l'appel au gouvernement, au Parlement pour dire « vous devez donner les moyens nécessaires, matériels, financiers, au fonctionnement du pouvoir judiciaire. Vous devez faire en sorte que, pour vous assurer que les magistrats bénéficient des rémunérations qui sont de nature à les mettre au-dessus de toute tentation. » Mais nous ajoutons aussi dans l'indépendance pour dire que le Conseil supérieur de la magistrature a aussi sa part de responsabilité qui doit être engagée, c'est-à-dire s'assurer que les magistrats qui reçoivent ces moyens, même le paix à ce jour, respectent les règles d'éthique et de déontologie, se soumettent à la discipline du corps de manière à ce qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec intégrité. Nous ajoutons notre pilier, c'est la légalité. Parce qu'il faudrait que tout le monde se soumette aux lois. C'est ça même l'état de droit. C'est se soumettre, la soumission de tous aux droits, aux lois. Ça veut dire dans l'accomplissement de leurs tâches, l'accomplissement de leurs actes. Comme tous les autres agents de l'État, ils doivent se sentir être soumis aux lois de la République. Celui qui s'écarte de la loi doit être poursuivi. Nous ajoutons aussi la redevabilité. Il faudrait que les gens soient appelés à rendre compte. Ça veut dire lorsque vous avez posé les actes en marge de la loi, vous devez être poursuivi. Et le Conseil supérieur doit le faire. Vous aviez même proposé qu'au-delà de la poursuite, que la justice rende compte au peuple en communiquant, en des termes simples, le résumé des jugements rendus parce que c'est rendu au nom du peuple, et qu'on dise aussi au peuple, par les charcoms qu'on appelle chargés des communications, dans tel procès, tel a été condamné, justement, on dit 20 ans des travaux forcés, mais voilà ce que les trésors récupèrent comme fonds. Voilà ce qu'on a fait de l'argent détourné. Or, à ce niveau-là, ça ne passe pas facilement. Nous le proposons aussi dans les rapports en considérant que les choses ont changé. Les mœurs mondiales aujourd'hui ont changé. Nous sommes à l'ère du numérique, où avec les réseaux sociaux, les gens peuvent changer des informations, échanger à tout moment. Mais pour éviter que les gens ne se partagent
des fausses informations, notamment sur le déroulement des procès ou l'administration de la justice, il faudrait que cette institution crée en son sein un service de communication. Surtout lorsque il s'agit de procès qui portent sur des faits emblématiques, notamment des faits en rapport avec la corruption, le détournement de deniers publics ou le blanchiment des capitaux. Il est imposé à chacun à ce que cette information soit donnée. Il faut donner une bonne information pour éviter qu'il y ait des allégations par après ou qu'il y ait partage de fausses informations. Donc, nous encourageons le Conseil supérieur de la magistrature de pouvoir susciter les débats à l'une de ces assemblées générales pour que les services de communication soient créés dans chaque juridiction et chaque office et que les citoyens puissent être mis au courant de la manière dont les choses évoluent. Nous ajoutons d'ailleurs, parce que nous avons déploré le fait de constater que les magistrats eux-mêmes ne s'intéressent pas aux activités syndicales. Nous avons noté au moins l'existence de 5 syndicats, dont un est le plus en vie, le SINAMAC. Mais lorsque nous avons discuté avec les uns et les autres, nous avons constaté que les membres déjà, ceux qui ont adhéré, ne participent même pas aux réunions, ne contribuent même pas au fonctionnement. Pourquoi ils le font alors que le syndicat est dirigé par le magistrat Issofa. Voilà, c'est lui le président du cinéma. Qui a remplacé Sambaï. Exact. Oui. Et donc nous suscitons, nous souhaitons, nous poussons les magistrats à adhérer à leur syndicat, à développer des activités qui vont leur permettre de se poser en défenseur des intérêts professionnels des magistrats. À ce moment-là, les autres corps de la société, comme les ONG et les médias et tous les autres pourront aussi relayer leurs messages. Et ça va permettre à ce que nous puissions tous réaliser les mêmes objectifs, c'est-à-dire avoir une magistrature forte, efficace et au service de la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. En tout cas, Piamba, au-delà de l'indépendance, de la légalité, vous parlez aussi de la prévention de l'abus de pouvoir. Exact. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile? C'est facile si on travaille en respectant la légalité. On va prévenir les abus de pouvoir. Parce que celui qui se soumet, qui respecte la loi, qui ne pose les actes qu'en tenant compte des exigences, des contraintes de la loi, ne peut pas déboucher sur des abus de pouvoir. Mais quand on sort de la loi, on se décide de s'affranchir des contraintes de la loi, comme nous le déplorons aujourd'hui, à ce moment-là, on verse facilement dans les abus et c'est inacceptable. Dans votre rapport, vous vous plaignez, vous vous inquiétez justement de la persistance de l'administration de la justice par certains responsables des services de sécurité civile et militaire. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, nous avons constaté, nous avons identifié beaucoup de cas à travers la République parce que ce rapport a été réalisé à la suite d'un travail de monitoring durant 2 ans à travers tous les territoires. Et nous avons constaté que certains responsables de services de sécurité n'arrivent toujours pas à se mettre dans la dynamique qui est celle de rétablir, restaurer l'état de droit. Alors qu'ils sont tenus, lorsqu'ils posent les actes judiciaires en tant qu'OPJ, de respecter par exemple les délais de la garde à vue qui est de 48 heures. Beaucoup continuent, certains ne les respectent pas jusqu'à ce jour. Ils se livrent toujours aux mêmes pratiques que le pays a eu à déplorer il y a quelques années. Et donc, ils ne se mettent pas en tête que lorsqu'on agit comme officier de police judiciaire, on est limité à un certain niveau et qu'il y a des actes dont ils ne doivent pas se permettre de faire. Par exemple, garder quelqu'un au-delà du délai de 48 heures, c'est un abus. Et contraindre quelqu'un que vous interpellez pour un litige civil, pour une dette, c'est un abus. Donc vous administrez la justice en lieu et place des cours et tribunaux. Et nous avons aussi déploré le fait que la justice, par exemple la cour d'appel de Calémie, ait acquitté
un agent de service de sécurité qui avait été condamné par le tribunal de grande instance à 20 ans pour les actes de torture. Et cela, nous considérons comme une manière d'encourager l'impunité. Bizarre. Alors, le rapport de la Gage, plutôt à Cage, dénombre 12 800 cas d'ineffectivité des voies de recours, Exact. trafic d'influence, déni de justice et d'impunité des faits de corruption. Voilà. Ça, c'est quand même des chiffres qui nous arrachent le sommeil. Alors, Et qui nous donnent des soucis pour un pays qui veut se remettre sur la voie d'un état de droit. et ça doit susciter des inquiétudes dans tous les Congolais. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un pays qui s'est doté de beaucoup de textes, qui prévoit même des voies de recours, mais que ces voies de recours puissent devenir illusoires aujourd'hui. Ineffectives, pourquoi? Parce que ces voies de recours ne représentent en réalité plus rien. Vous pouvez l'entreprendre, mais pour ne pas aboutir au résultat, même si le droit est de votre côté. Ce n'est pas normal. Nous prenons les cas aujourd'hui, par exemple, des victimes des crimes graves, des crimes de violence sexuelle. Mais qu'est-ce que la justice a fait? Nous parlons toujours, j'entends, Télé 50 inviter des personnes, des gens qui parlent de 5 millions de Congolais qui sont morts depuis qu'il y a eu la guerre. Mais dites-moi, à quel endroit de la République avons-nous appris qu'on a ouvert une enquête pour essayer de savoir qui sont les auteurs, qui sont les complices de ces crimes ou qui ont collaboré pour faire déboucher à ce genre de désastre contre les vies humaines. Ça veut dire tout simplement qu'on dit, comme la Constitution le dit, toute personne a le droit de faire entendre sa cause devant un juge compétent indépendant. C'est devenu en soi comme un slogan creux parce que les familles des victimes ont eu à en parler. Les ONG ont eu à publier des rapports. La MONUSCO, le Bureau conjoint des Nations Unies, a eu à produire des rapports sur ce genre de faits, identifiant même les présumés auteurs. Mais tous ces rapports sont restés jetés seulement dans les tiroirs. Pourquoi? Parce que la justice n'agit pas. Bref, les voies de recours sont ineffectives. Nous ajoutons les cas de trafic d'influence. Aujourd'hui, pour exécuter même des décisions judiciaires rendues en dernier ressort, c'est devenu aussi un parcours de combattants. C'est là que vous condamnez les interférences politiques. Les interférences. Une décision prise par un juge, mais l'exécution... Devenue irrévocable. L'exécution pose problème. Et nous avons autant de cas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui interfèrent à tous les niveaux. Politique, et ce qui est grave, même dans la hiérarchie de l'appareil judiciaire. Il y a même des hauts magistrats qui ne se gênent pas d'intervenir pour empêcher l'exécution des décisions judiciaires. Nous disons que toute cette pratique sape la crédibilité de la justice, ne rassure plus au pays, à la nation, que le pouvoir judiciaire qui est amené, qui est appelé à participer à cette œuvre grandiose que porte le président de la République, c'est-à-dire faire asseoir l'état de droit, est loin d'être une réalité. Et les gens doivent se sentir interpellés pour que ces pratiques cessent dans notre pays. Il ne faut pas, quand on a rendu une décision, parce que vous avez une parcelle de pouvoir politique ou dans la sphère judiciaire, vous commencez à interférer. C'est parce que vous voulez sauver votre frère, vous voulez sauver votre ami, ou que vous visez tout simplement derrière ça les gains matériels. Ça doit s'arrêter. Quel est le destinataire de ce rapport? Le destinataire privilégié. Alors, ce sont les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Pouvoir exécutif, pourquoi? Parce que c'est le gouvernement de la République qui agit vis-à-vis des organisations internationales au sein desquelles la RDC est membre et au sein desquelles la RDC a pris des engagements, notamment de construire un état de droit démocratique
d'assurer la protection de tous sur les mêmes pieds d'égalité, d'assurer l'égalité des chances. C'est le gouvernement qui doit répondre. Et c'est le gouvernement qui doit veiller à ce que toutes les meilleures conditions logistiques et financières soient réunies pour que la justice fonctionne aussi normalement. Et lorsqu'il y a des dérives, le gouvernement a le pouvoir de tirer la sonnette d'alarme, mais nous savons que c'est principalement le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement de la justice. Le pouvoir législatif, c'est par rapport à l'adoption des budgets, l'élaboration des budgets. Nous insistons pour les prochains budgets, que les parlementaires veillent sur cet élément. Il faut que les parlementaires veillent à ce que le pouvoir judiciaire ait sa dotation budgétaire. Au même titre que les deux autres pouvoirs. Le gouvernement a sa dotation, le Parlement, donc les deux chambres, ont chacune une dotation. Pourquoi on prive ça au pouvoir judiciaire alors que c'est un droit constitutionnel prévu par l'article 149? Le pouvoir judiciaire, à travers son Conseil supérieur de la magistrature, doit prendre des mesures rapidement pour analyser les faits que nous avons mentionnés dans les rapports et prendre des dispositions pour les combattre, c'est-à-dire combattre tous ceux qui les entretiennent et faire sanctionner ceux qui vont continuer à les répéter. C'est de cette manière-là que nous pourrons chacun contribuer à la restauration d'un état de droit, mais aussi aux médias que vous êtes. Parce qu'il faut en parler. Vous êtes là aussi comme des gendarmes de la bonne administration de la justice. On est à la fin, mais je sens que l'espoir semble se volatiliser, alors qu'Aka, je croyais beaucoup en l'avènement de cet état de droit. Non, non, c'est possible. Ça veut dire que nous devons nous imposer aujourd'hui les pratiques d'évaluation, de fonctionnement de nos institutions. Et d'ailleurs, nous saluons le fait que quand vous parcourez les programmes du gouvernement Samalou Condé, ils ont prévu les séances d'évaluation. Et le Premier ministre a même demandé à ce que chaque service puisse aussi s'appliquer à cet exercice-là. Et donc, nous, en tant qu'organisation citoyenne, nous accomplissons déjà notre part. Il faudrait maintenant que les concernés, c'est-à-dire le Conseil supérieur de la magistrature, les cours et tribunaux, les parquets, en fassent aussi autant de cette manière que nous pourrons tous contribuer à construire un État fort, un État de droit réellement démocratique. Georges Kapiamba, je vous remercie d'être venu, d'avoir donné en détail, expliqué en détail ce rapport que vous avez commenté avec nous. Vous n'êtes pas défaitiste, vous croyez que on peut mieux faire. Tout à fait. Mais entre-temps, la réalité est là en face de nous, l'espoir, on commence à avoir des soucis avec tout ce décor, ce tableau sombre de notre justice. L'heure est venue de se relever et de changer les fusils d'épaule. Sinon, ce peuple, il va nous rejeter tous à cause de ces pratiques anciennes et rétrogrades. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président national de ACAJ et nous, on vous remercie. Depuis le matin, vous avez été avec nous. Très bonne journée en compagnie de Programme Télé 50. Au revoir.